Les iPhone 17 Pro d'Apple se vendent très bien, peut-être mieux que tout autre modèle Pro, pour de bonnes raisons. Leurs appareils photo sont excellents, la batterie dure plus longtemps et le stockage a doublé par rapport à l'an dernier. Mais au milieu de tout cet enthousiasme, je ne peux pas m'empêcher de souligner quelques points qui me dérangent et auxquels, selon moi, on ne prête pas assez d'attention. Premièrement, le prix de l'iPhone X7 Pro augmente. En 2017, l'iPhone X fut le premier à coûter 1000 $, ce qui a valu de nombreuses critiques à Apple. Parce que, à cette époque, les clients étaient habitués à payer entre 650 et 770 $ pour un iPhone haut de gamme, tandis que le modèle économique, l'iPhone Special Edition, coûtait seulement 400 $. Cela plaçait le prix moyen d'un iPhone à 606 $. Même si le X était très cher, il s'est bien vendu. Je pense que cela a donné à Apple la confiance pour continuer à augmenter le prix de l'iPhone. En 2018, ils ont ajouté 100 $ pour le XS Max, puis en 2022, le prix de l'iPhone Special Edition est passé à 430 $. En 2023, le prix du 15 Pro Max est passé à 1200 $. Début 2025, ils ont remplacé le Special Edition par le Caesarstone 70 $ plus cher. Et maintenant, le 17 Pro coûte 100 $ de plus, soit 100 $. En conséquence, le prix moyen d'un iPhone est passé de 606 $ début 2017 à 940 $ aujourd'hui. Cela fait que l'iPhone X à 1000 $ semble être une bonne affaire avec le recul. Le problème, c'est que cette année, avec le 17 Pro, nous payons plus tout en recevant moins en retour. Comparez l'iPhone 16 et le 16 Pro. Pour 200 $ de plus, le Pro proposait un écran plus grand, un taux de rafraîchissement supérieur, l'Always On, 5 heures de lecture vidéo en plus hors ligne et un cadre en titane. Cette année, le 17 Pro n'a plus d'avantage sur l'iPhone 17 de base. Fabriqué avec le même aluminium et un écran identique, il offre seulement 3 heures de lecture vidéo hors ligne en plus. Son prix dépasse de 300 $, celui du modèle de base. D'accord, maintenant, s'il y a une chose que je pourrais changer sur le 17 Pro, ce serait l'aluminium. J'en ai déjà parlé. Je reste choqué qu'Apple ait augmenté le prix du Pro de 100 $ tout en utilisant un matériau moins cher. Ma frustration dépasse la cupidité d'Apple. Réfléchissez à l'utilité de l'aluminium pour l'utilisateur moyen. La majorité des utilisateurs des modèles Pro chers gardent ce type d'iPhone lors du changement. Depuis 8 ans, les iPhones les plus chers d'Apple étaient fabriqués soit en acier inoxydable, soit en titane. Cela signifie que les personnes qui sont passées à l'iPhone ou qui ont acheté leur premier smartphone pendant cette période n'ont peut-être même jamais tenu un iPhone en aluminium auparavant. Je veux dire, je n'en ai pas utilisé depuis 2016 avec l'iPhone 7. Après 9 ans, je me suis habitué à l'acier et au titane, bien plus dur, solide et offrant une meilleure prise en main. C'est en fait la première fois que je dois mettre une coque sur un iPhone Pro à cause de sa surface glissante. L'aluminium couvrant l'arrière donne l'impression de tenir un iPhone 6 ou 7. On disait souvent que cela ressemblait à des savons à cause de leur aspect très glissant. Cela signifie que ce truc tombera encore plus souvent des mains, poches et sacs que les anciens modèles. Et quand il tombera inévitablement, il sera plus susceptible d'être endommagé puisque l'aluminium est moins résistant. Cela s'est déjà produit, des utilisateurs du 17 Pro se plaignant de rayures, d'éraflures et de bosses absentes sur les anciens modèles. La bosse de l'appareil photo, appelée plateau, est très exposée aux dommages car son bord à 90 degrés empêche l'adhérence de l'aluminium anodisé. Les iPhones n'ont jamais eu ce problème, leur bosse d'appareil photo étant toujours en acier ou en verre. Un nouveau problème devient également courant avec le 17 Pro Orange Cosmique. Apparemment, sa couleur vive et saturée s'estompe avec le temps pour devenir une teinte or rose plus claire. Les utilisateurs concernés ont remplacé leur appareil chez Apple, mais aucun rappel officiel ni programme de remplacement n'a été annoncé. C'était plutôt astucieux de la part d'Apple de passer à l'aluminium la même année où ils ont commencé à intégrer un refroidissement par chambre à vapeur. Car cela leur a permis de vanter les améliorations thermiques de l'appareil, sans que personne ne puisse mesurer combien de ces améliorations étaient dues à l'aluminium et combien étaient dues à la chambre à vapeur. Si Apple était passé à l'aluminium l'année dernière, puis avait ajouté le nouveau système de refroidissement cette année, il serait facile de savoir si le matériau apportait réellement des améliorations thermiques notables. Je soupçonne que l'aluminium ne fait en réalité aucune différence pratique pour garder l'appareil plus frais. Parce que dans des appareils comme les smartphones, le facteur le plus important qui influence la température, c'est la capacité à répartir rapidement la chaleur sur l'ensemble de l'appareil. Pour éviter que la puce ne surchauffe, l'étape finale qui consiste à dissiper la chaleur dans l'air n'est pas aussi importante.
C'est pour ça qu'on peut mettre des coques sur les téléphones sans qu'ils surchauffent immédiatement et il existe des tests qui le prouvent. L'iPhone 8 et l'iPhone 10 avaient la même puce A11, une taille similaire et du verre à l'avant et à l'arrière. Seul le cadre pouvait influencer les performances thermiques. L'iPhone 8 était en aluminium, l'iPhone 10 en acier inoxydable. Imaginez si Apple avait fait une telle déclaration sur ses modèles à l'époque. L'aluminium de l'iPhone 8 avait techniquement une conductivité thermique 10 fois supérieure, mais Apple ne l'a jamais mentionné. Probablement parce qu'il n'avait pas besoin de justifier l'utilisation de l'aluminium sur un iPhone de base, mais surtout, sans doute parce que cela ne faisait pratiquement aucune différence de toute façon. Pour la même tâche graphique intensive, l'iPhone X monte à 45 degrés Celsius et l'iPhone 8 à 44 degrés Celsius. C'est une amélioration de 2%. Apple aurait été ridicule de vanter la conductivité 10 fois supérieure de l'iPhone 8 si les testeurs constataient que cela changeait peu en pratique. Mais encore une fois, Apple pourrait le faire avec le DIC7 Pro parce que la chambre à vapeur masque l'effet thermique de l'aluminium. Abordons maintenant la principale plainte sur le 17 Pro, son design. La bosse de l'appareil photo est environ 80% plus grande que l'an dernier et jugée disgracieuse, d'autant qu'elle n'ajoute ni objectif ni fonction. Apple l'a fait pour installer une batterie plus grande. Cela me convient car les modèles Pro et Pro Max privilégient de la fonctionnalité à l'esthétique. Mais j'ai un problème avec l'aspect marketing de la chose. Apple eux-mêmes n'appellent plus ça une bosse de caméra. Cette année, c'est officiellement un plateau sans doute car sa surface est surtout vide, contrairement à l'an dernier où elle était couverte de composants de caméra. Et je suis d'accord pour l'appeler un plateau, mais Apple veut le beurre et l'argent du beurre. Même si la bosse de la caméra devient si grande qu'elle n'en est plus une, ils n'inclusent pas le plateau dans les dimensions du téléphone. La fiche technique du DIC7 Pro mentionne une épaisseur de 8,75 mm sans montrer l'arrière de l'appareil. Parce qu'en incluant le plateau, le DIC7 Pro fait en réalité 13,18 mm, c'est 50% d'épaisseur en plus qu'Apple ne mentionne nulle part. Même lorsque vous cliquez sur la petite note numéro 2, il est simplement indiqué que la taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, ce qui est un peu étrange. Ils incluent une mention concernant de légères variations de poids. Mais ils ont oublié de mentionner l'énorme bosse à l'arrière qui ajoute 45 mm d'épaisseur au téléphone. Je l'ai déjà mentionné en vidéo, mais le MacBook Air original avait aussi un point le plus épais, et Apple incluait les deux mesures sur sa page de spécification. Je ne comprends pas comment ils s'en sortent sans le mentionner sur l'iPhone X7 Pro, mais j'espère qu'ils vont clarifier cela. Un autre point de design gênant est le rectangle en verre du DIC7 Pro. La seule autre fois où ils ont fait cela, c'était avec l'iPhone 5, le 5S et le Special Edition, puisqu'ils ont repris le design. Mais cette approche était plus fluide, symétrique et logique parce qu'il y avait des raisons pratiques derrière. Les signaux sans fil ne traversent pas le métal, mais passent par le verre. À l'époque, le verre des iPhones était beaucoup plus épais et lourd. Donc remplacer autant de verre que possible par de l'aluminium permettait d'économiser du poids. C'est pourquoi l'iPhone 5 était environ 20% plus léger que le 4S qui avait un dos tout en verre. Mais aujourd'hui, le verre Ceramic Shield utilisé sur les iPhones est beaucoup plus léger et en fait à peu près du même poids que l'aluminium. Nous avons déjà prouvé que les soi-disant avantages thermiques de l'aluminium sont exagérés. Je pense que si Apple a choisi l'aluminium pour le plateau au lieu du verre cette année, c'est sûrement parce que le design unibody permet d'utiliser moins de pièces, parce qu'il y a des inconvénients à faire cela, comme la fenêtre d'antenne mmWave sur le dessus des modèles américains, ou les nombreuses lignes d'antenne qui entourent maintenant le plateau. Auparavant, ces découpes n'étaient pas nécessaires parce que la vitre arrière permettait à tous ces signaux sans fil de passer. Un rectangle en verre était aussi nécessaire, car couvrir l'arrière en aluminium bloquerait MagSafe et la recharge sans fil. Si Apple avait simplement fabriqué tout le panneau arrière en verre comme avant, cela aurait résolu tous ces problèmes. En plus, le logo serait centré avec l'appareil au lieu du rectangle en verre, ce qui signifie que nous pourrions utiliser les anciens modèles de coques transparentes au lieu des nouveaux avec des rectangles en plastique blanc qui font bon marché. Le cadre n'aurait pas besoin de fenêtres d'antenne sur le dessus, le panneau arrière serait plus homogène et le plateau serait en Ceramic Shield durable au lieu d'aluminium anodisé mou. J'utilise le DIC7 Pro comme téléphone principal. Il offre d'excellents appareils photo et une bonne autonomie.
Je commence à m'inquiéter du fait qu'Apple nous fasse payer plus cher pour des appareils qui leur coûtent presque certainement moins cher à fabriquer. Cela m'a amené à explorer d'autres options de smartphone. Et je vais faire une vidéo à ce sujet dans les semaines à venir, alors assurez-vous d'être abonné pour ne pas la manquer. Voici mes impressions sur le Dix7 Pro. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.